présentation de toutsurlehockey.com. Bonjour tout le monde et bienvenue au Scoutcast. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur au toutsurlehockey.com et également membre du TSLH Podcast. Qu'est-ce que c'est le Scoutcast? C'est si vous voulez, des épisodes hors série du TSLH Podcast où je vais vous parler d'espoir, de la Ligue nationale de hockey, du Canadien de Montréal, des anciens repêchages de la Ligue nationale de hockey, des nouveaux, du prochain. Donc, je sais pas à quel rythme je vais publier ce genre d'épisode-là. J'avais commencé un peu l'année passée, avant le repêchage 2021, mais ça avait duré peut-être 2 épisodes que je faisais des profils d'espoir de la Ligue nationale de hockey, mais j'ai arrêté après un certain temps par manque de temps. Mais maintenant, j'ai un peu plus de temps et je vais pas nécessairement faire des profils, mais je vais vous parler juste des espoirs que j'ai regardés dans les derniers jours, dernières semaines. Donc, comme c'est le premier épisode de la saison, je vais vous faire un peu un topo de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour mon scouting, si vous voulez, pour le repêchage 2022, mais aussi pour les espoirs du Canadien de Montréal. Si vous suivez le toutsurlehockey.com, vous allez pouvoir quelques textes que j'ai publiés concernant mes rapports d'observation, ou bien de scouting report, qu'on appelle en anglais. Et donc, je voulais faire des formats audio un peu là, pour ceux qui aiment ça écouter des podcasts dans leur voiture ou en travaillant, ou peu importe. C'est juste une passion que j'ai, donc j'aime ça la partager, peu importe que ce soit à l'écrit, en faisant des vidéos ou bien de l'audio. Donc, on va débuter avec le Hlinka Gretzky qui a eu lieu un peu plus tôt cet été. Je crois que c'est au début du mois d'août et fin juillet aussi. Donc, il y avait 8 pays. Il y avait la Finlande, la République tchèque, la Suisse, Slovaquie, Suède, l'Allemagne, la Russie. Ça fait 8. Donc, c'est pas mal 8. Donc, je vais vous parler un peu des espoirs qui m'ont intéressé dans ce tournoi-là. Et ce que ça m'a permis, quand j'ai regardé ça, c'est de me faire une tête sur la cohorte européenne, surtout. Parce que oui, il y avait les États-Unis. J'ai oublié les États-Unis. Il y avait les États-Unis, mais il n'y avait rien. C'est l'équipe pas A, pas B, pas C, mais c'était l'équipe K, si vous voulez, là, mais sans vouloir rien enlever aux joueurs qui étaient dedans. Là. C'était moins intéressant que ce qu'on aurait pu voir sur la glace. Mais bon, bref, ça m'a permis de faire une tête, surtout sur l'Europe, et ensuite de me faire une liste pour faire toutes les pré-saisons, pour scouter la pré-saison des ligues en Europe, et surtout les joueurs en tant que tels. Donc, je vais y aller pays par pays, puis pour chaque joueur, si je l'ai écouté dans les mois qui ont suivi, les semaines qui ont suivi le Hlinka Gretzky, je vais vous dire un peu mes impressions sur le joueur. Encore une fois, c'est pas des profils que je vais faire, c'est plus mes sentiments par rapport au joueur. Je vais surtout vous parler des espoirs qui m'ont intéressé, et non pas nécessairement de tous les espoirs qu'on a remarqués, là, dans le fond. Puis, à la fin de l'épisode, je vais parler des espoirs du Canadien de Montréal, surtout Norlinder, Kapanen, Michak, Dimitri Kostenko, Jacob Olofsson, malheureusement, et Riley Kidney, qui a commencé sa pré-saison dans la LHJMQ. Donc, on va commencer par l'Allemagne au Hlinka Gretzky. 2 espoirs mettons, 4 espoirs m'ont attiré un peu plus l'œil, là, mais un surtout que j'ai adoré, c'est Julian Lutz, ou Lutz. Bref, je sais qu'il y a des personnes en Europe qui écoutent le podcast, le TSLH podcast. N'hésitez jamais à commenter dans le commentaire ou sur le site, sur Facebook, peu importe, et à nous parler sur le Discord du podcast pour la prononciation des noms. Parce que j'écoute souvent les matchs sans le son, parce que ma blonde écoute la TV, moi je suis devant la TV, mais pas d'écouteurs pour écouter ça. Donc, j'enlève le son, puis je regarde les matchs. Donc, j'ai pas nécessairement tout le temps la prononciation. Bref, donc Julian Lutz, c'est un power forward. J'ai bien aimé ça, le regarder au Hlinka Gretzky, mais tout ce qu'il faisait, ça fonctionnait pas nécessairement beaucoup. Je sais pas si c'était un manque de cohésion de l'équipe ou bien lui qui manque un peu de vision en offensive. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardé dans la pré-saison en Allemagne.
Et c'est un peu la même chose qu'on a vu, mais il y a des meilleurs coéquipiers, donc il y a plus de choses qui fonctionnent. C'est vraiment un gars qui va nord-sud, avec un peu de finesse quand même dans son jeu, et un bon tir. Mais bref, j'ai vraiment hâte de le voir pour le restant. C'est quelque chose que je vais dire vraiment souvent, probablement dans cet épisode-ci, là. J'ai hâte de le voir dans les prochains mois pour voir sa progression. Mais je jetterai un coup d'œil assez certain à lui dans les prochains mois. Il y a vraiment un profil que j'aime beaucoup, rapide, fonce au net, plaque dans la DEL, dans la DEL en Allemagne. C'est pas une ligue nécessairement très physique, mais lui, il amène un aspect physique qu'on voit pas nécessairement beaucoup. Donc, j'ai bien aimé ça, le regarder jouer dans les 2 ou 3 matchs pré-saison. J'ai pas encore fait de texte sur lui, ça va venir dans les prochains jours/semaines. Ensuite, il y avait Moritz Elias, Yassi Kuhanen, je sais pas comment le prononcer, et Leon Civic. Pour Kuhanen, c'est surtout sur l'avantage numérique que je l'ai remarqué en offensive. Il aimait ça beaucoup diriger le jeu, mais bon, ça produisait pas beaucoup. Ils se sont fait battre, je pense, 10-0 par les États-Unis, donc ça allait pas super bien, mais on a failli battre la Suède. C'est comme ça qu'il a fouetté un peu les Suédois, je crois. Mais dans le tournoi, ils sont rendus jusqu'en finale, mais au début, ça allait vraiment mal. Mais bon, bref. Puis pour Civic, tu sais, oui, je l'ai remarqué, j'ai son numéro 21, j'ai pas détesté, mais je peux pas nécessairement vous dire si son profil c'était telle affaire. Ça va attendre pas mal plus tard dans la saison ou que je vais le regarder dans son pays. Ensuite, on va regarder plus la Russie. La Russie, il y avait beaucoup de joueurs qui m'ont intéressé. Pas pour rien qui sont rendus en finale, là. Il y avait Artem Barabosha, qui est un défenseur plus stay at home, si vous voulez, là, qui essaie de bien jouer avec ou sans la rondelle, d'apporter un aspect physique. Je l'ai regardé un peu en Russie. Il y avait le même genre de jeu, si vous voulez, que au Helenka Gretzky. Je vais garder un œil dessus. Probablement plus un espoir de 2, 3, 4e ronde, peut-être plus 3, 4. C'est un repêchage qui est vraiment profond, si vous voulez, là. C'est les pronostics, c'est pas mal ça, puis on le voit, là, avec juste à regarder l'Europe, puis j'ai déjà genre 30 préférés, donc c'est propre à moi, là. J'aime beaucoup ce que je fais quand je regarde les espoirs jouer, là. Mettons que je tombe en amour vraiment rapidement avec le style des joueurs. Mais bref, j'ai bien aimé Barabosha. Ensuite, il y a Artem Duda, qui a pas produit beaucoup au tournoi, mais il essayait tellement des choses sur la glace. Il était vraiment divertissant, si vous voulez. Que ce soit monter à rondelle, faire des feintes, essayer toutes sortes de choses pour se rendre au filet ou créer des chances pour ses coéquipiers. J'ai vraiment aimé ça, le regarder. Jouer sur la glace, mais j'aurais aimé ça plus de production, puis vraiment plus de stabilité dans sa zone. Il y avait plus de misère pas mal dans sa zone avec son bâton, puis juste de couvrir son joueur. Donc, encore une fois, pas nécessairement un espoir très, très tôt dans le repêchage, mais ça dépend de sa progression. Là. Lui, si je vais le regarder très, très, très attentivement cette année. Ensuite, Vladislav Sapunov, un peu comme Barabosha. Moins physique, mais plus, je dirais un peu plus stable là, que Barabosha. Meilleure décision avec la rondelle, sans la rondelle. Je l'ai regardé aussi en Russie et il a très bien joué jusqu'à maintenant. Là, très bon joueur. Ça m'étonnerait pas qu'il sorte 2, 3e ronde, pas première ronde, oubliez ça. Là. Mais tu sais, les équipes de plus en plus aiment ça, les gros bonhommes, qui jouent bien quand même dans leur zone. Là. C'est pas pour rien que Nolan Allen a été pris en première ronde, même s'il est pas bon, mais c'est un gros bonhomme qui supposément joue bien dans sa zone. Mais Sapunov répond un peu à ce profil-là, donc on pourrait être surpris de son rang de sélection. Ensuite, je crois que son prénom, c'est Ruslan Gazizov, qui a produit beaucoup. C'est pas un joueur que j'avais remarqué beaucoup nécessairement durant le tournoi. J'ai vu qu'il avait produit énormément. Je n'ai pas le nombre de points en tête. En fait, ce que je fais en ce moment, c'est de l'improvisation. Je me prépare pas nécessairement des notes avec des tables de stats puis tout. Désolé s'il y en a qui auraient aimé ça, mais c'est pas mon genre. C'est plus improvisation. Je me marque, mettons, plus les noms de joueurs que je veux parler, mais après ça, je déblatère comme je veux. Et peut-être que mon accent du Lac-Saint-Jean sort à cause de ça, mais c'est pas grave. Donc, Rustan Gazizov, très efficace en offensive. Là, c'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de points dans le tournoi. Il n'a pas encore commencé, si je me souviens bien, en Russie. J'ai commencé mes écoutes par l'Hlinka, après ça par la Russie.
beaucoup par la Russie parce qu'ils ont commencé avant les autres. Après ça, la Suède. Là, la Finlande, tranquillement, pas vite, ça commence à se réveiller. Donc là, je vais être capable d'augmenter beaucoup. Puis là, les États-Unis et le Canada vont venir dans pas long après, fait que je vais avoir beaucoup de travail. Pour l'instant, je suis vraiment à jour, mais peut-être en moins en Russie, là. Mais quand le Canada va arriver et les États-Unis, ça va être une avalanche de matchs, donc je risque de perdre un peu le fil. Mais probablement dans mes prochains épisodes, je vais me concentrer pays par pays pour m'aider un peu. Je sais pas si ça va être par semaine ou par 2 semaines. Là, on va voir là, si j'ai du temps, ça va être par semaine. Ensuite, il y avait Monsieur Klushko. Le numéro, c'est pas 25, je me rappelle plus c'est quoi son numéro NK, mais encore un joueur que j'ai bien aimé, qui avait plusieurs flashs là, sur la glace, là, moins que les autres joueurs, fait que je pense pas qu'il va être repêché très tôt, mais c'est son nom, quand on le lit, c'est marqué Kvoshko, mais je l'ai regardé en Russie, puis c'était Klushko, je crois, en tout cas, bref. Et malheureusement, il n'a pas été utilisé beaucoup dans la pré-saison, dans son pays. Donc, je peux pas vraiment vous dire s'il y a une progression, s'il joue pareil entre le Inlinka et son pays, enfin, le hockey là-bas. Mais j'ai bien aimé il est vraiment petit, c'est ça qui est étonnant. Mais j'ai bien aimé sa rapidité puis son dynamisme sur la glace. On verra voir si ça va continuer puis s'il va réussir à produire un peu plus, parce qu'il n'a pas produit beaucoup nécessairement. Ben, il a produit, mais pas tant que ça au Inlinka. Ensuite, le joueur c'est sûr, il y a Matvej Mishkov, mais Matvey, en tout cas, bref, Mishkov, que tout le monde connaît probablement, qui va être repêché plus en 2023, qui va être repêché en 2023. Je parlerai pas nécessairement des espoirs qui vont être repêchés dans les autres drafts en 2023-2024, tout ça, parce que je vais perdre mon temps beaucoup là-dessus. Si je commence à m'étaler comme ça. Donc, je vais plus me concentrer sur les espoirs pour le prochain repêchage. Mais sachez que Matvey Mishkov a été un joueur incroyable durant le tournoi. Et Ivan Miroshnichenko, aussi a été excessivement bon. C'est pas lui qui a dominé le jeu nécessairement, qui a contrôlé, c'est plus Mishkov qui le faisait, mais très efficace, physique, fonce au net, réussit à faire des passes savantes, à déjouer les joueurs, un tir vraiment puissant. Il a tout pour réussir, ce gars-là. Malheureusement, pour l'instant, il n'a pas fait l'alignement du avant-garde de Omsk dans la KHL, donc je pense qu'il va aller en VHL, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ça qu'il fasse la KHL. Peut-être qu'il va le faire, surtout que le coach, c'est Bob Hartley. Mais c'est une des grosses équipes en KHL. Peut-être qu'il peut pas vraiment se permettre de faire jouer juste 2-3 minutes pour son développement. Là, fait qu'il va probablement l'envoyer en VHL, puis là, il va produire. Je m'attends à ce qu'il produise beaucoup. J'adore ce jeune-là. C'est un de mes préférés du top 10, si vous voulez. Là. Ben, en fait, c'est tous mes préférés, si vous voulez. Là. Mais à regarder vraiment, vraiment sérieusement là, pour le repêchage de l'été prochain. Il va probablement sortir dans le top 10, peut-être top 5 si ça va bien cette année. Ensuite, Alex Perevalov. C'est un joueur dynamique, très dynamique en offensive. J'ai bien aimé son talent autour du net. Ce gars-là, il arrête jamais. Comme une guêpe autour d'une fleur. Il arrête jamais jusqu'à temps que la puck rentre dedans. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment ça. Puis, il n'a pas peur non plus de tourner en zone offensive, en périphérie, pour éventuellement se créer des chances en affaiblissant le corps défensif. Donc, plus un joueur de périphérie dans le sens qu'il va créer beaucoup d'offensives avec ça, mais ça y fait pas peur non plus de foncer au net. Même chose avec Ilya Rogovski, que j'ai beaucoup aimé aussi, moins remarqué, mais que j'ai beaucoup aimé aussi durant le Linka Gretzky, qui a produit un certain nombre de points. Ces deux-là, ils ont commencé leur pré-saison en Russie et je les regarde quotidiennement, quasiment, quand les matchs sortent. Et ils réussissent à être des facteurs. Ce que j'aime d'un espoir, c'est lorsqu'il est un facteur durant une game. Tu sais, qu'il soit juste là pour remplir un chandail, puis qu'il réussisse juste à envoyer à puck, puis aller en défensive, se replier en offensive, qui est juste là pour jouer, non pas nécessairement pour être un facteur. Ça me gosse un petit peu. Tu sais. C'est ce qui me gossait avec Noël Gunler il y a 2 ans. Ce qui me gosse en ce moment avec Oliver Kapanen, aussi du Canadien de Montréal, que des fois, il est pas là pour game. On dirait qu'il est pas un gamer. Tu sais, joue à ce
dépassent tout sur la glace. Puis ces deux-là, Perevalov puis Rogovski, le font. Ils sont là non seulement pour remplir un chandail, mais pour jouer au hockey puis faire en sorte que leur équipe gagne. Pour Kapanen, on va revenir plus tard, là, en pré-saison de la Liga, ça s'est débloqué. Là. Mais dans les matchs que j'ai regardés, durant le tournoi là, qui vient de se finir, c'est les 4 Nations. Ça m'a un peu énervé de le voir jouer. Et il y avait aussi le World Junior Summer Showcase, que je l'ai trouvé bon dans sa zone, puis dans le cercle des mises en jeu, mais peu constant. Bref, on va en revenir plus tard. Je suis rendu à la Finlande. La Finlande, ça n'a pas été une grosse... ils ont fini 4e. Ça n'a pas été un gros tournoi pour eux, mais il n'y avait pas tous les noms. Là. Il n'y avait vraiment pas tous les noms qui auraient dû y avoir dans l'équipe. 2 noms ont attiré mon attention, c'est-à-dire Joachim Kemmel. Kemmel, durant le tournoi, ça n'a pas nécessairement bien été, mais là, je l'ai regardé en Finlande et j'adore ce joueur. C'est un gars qui a, pendant les 4 Nations, qui a joué avec Oliver Kapanen, puis c'est lui qui contrôlait le jeu 100% du temps. Il y a un petit aspect physique à son jeu, malgré qu'il y a un petit gabarit. Là. C'est pas un gars qui est super fort, là, mais avec sa vitesse, son agilité et son acharnement, c'est un gars qui est très acharné sur le net. Lui, il n'est pas là pour remplir un chandail. Il est là pour jouer au hockey, puis il veut la rondelle. C'est vraiment ça qu'il aime. Il y a plusieurs sortes de fabricants de jeux, mais moi, j'en remarque surtout 2. Il y a ceux qui ont tout le temps la rondelle sur leur palette puis qui contrôlent toute l'action. Mais il y a ceux aussi qui ont leur décision déjà prise lorsque la rondelle arrive sur la palette. Kemmel, c'est la première version que je viens de vous dire. C'est l'option 1, si vous voulez. C'est un gars qui veut la rondelle sur sa palette, qui prend le temps d'évaluer ses options et tout, là, pour faire ses jeux. Il peut vous sortir des passes savantes. Il a un excellent tir aussi. C'est pas un joueur de trafic. C'est vraiment un joueur de périphérie. Même s'il aime plaquer le long des bandes, c'est plus en échec avant ou bien en transition. C'est pas nécessairement un pays qui... jusqu'à une ligue, la Liga, là, c'est pas un pays qui va prioriser nécessairement l'échec avant. Les défenseurs, des fois, ils ont un peu le temps de faire ce qu'ils veulent. Et quand ils ont de la pression, ils ont de la misère. Là. Mais Kemmel, il amène quand un certain élément là, d'échec avant dans son jeu que j'ai bien aimé dans le 4 Nations puis dans la Liga, quand je l'ai regardé. J'ai dû regarder dans la Liga, surtout dans le 4 Nations, je me souviens bien. Ouais, le 4 Nations puis le Hlinka Gretzky. Bref. Bien aimé son jeu, très très polyvalent. Pour Newman, c'est plus un power forward qui va jouer devant le net. Ça, il en fout dans toutes les équipes, donc je vais le regarder plus en profondeur cette année. Là. Pour l'instant, il a joué aux 4 Nations pour Hlinka. Je ne l'ai pas remarqué beaucoup au Hlinka parce que justement, ils sont fait rouler dessus si on veut la Finlande. Il y avait d'autres joueurs comme Otto Salin puis Roni, mais c'est pas des joueurs que je suis capable de vous décrire au fond en ce moment. Là. Ils ont commencé leur saison de leur pré-saison en Europe, là, mais j'ai pas regardé encore, donc je serais vraiment mal à l'aise de vous décrire un peu leur jeu, là, fait que je m'étendrai pas sur eux. Mais Kemmel, je m'attends, dans ma liste, je vais probablement faire une liste préliminaire là, en novembre, vu que les États-Unis et le Canada vont être commencés. Et d'après moi, il va être top 15 là, assez rapidement. C'est sûr qu'il y a Megro Horty, puis il y a Wright qui joue au Canada, puis tout, mais j'adore son talent. Est-ce qu'il va sortir top 15 au repêchage? Je ne sais pas, parce que c'était un joueur de périphérie. Mais au moins, il y a du patin. Fait qu'on verra. République tchèque, j'ai remarqué aucun nom. Je vous mentirai pas. C'est vraiment pas un bon tournoi pour eux. Si j'aurais aimé ça voir David Jiricek, mais il pouvait pas être là. Donc, ça sert à rien de vous parler de ce pays-là. Rien pas tout. Pour la Suisse, un peu la même affaire, mais j'ai remarqué un joueur, Lian Bichel. Je sais qu'il y a des Suisses qui nous écoutent de temps en temps. Il s'appelle Lian, Bichsel. Donc, Bichel, désolé, Bichsel. Désolé si j'ai pas la bonne prononciation, là. Mais c'est un de mes préférés en ce moment. Je l'ai pas remarqué beaucoup en Hlinka, mais quand j'ai vu qu'il jouait pour Rogel dans pour Lexan dans la SHL, je me suis dit, je vais le regarder et je suis le cul, dans le fond, j'adore ce joueur-là. Un très gros bonhomme, 6 pieds 4, 180 livres, c'est pas encore un gars qui a qui a rempli son frame, si vous voulez, là. Mais bonne mobilité, manque de dynamisme un petit peu, mais il est quand même capable d'éviter la pression ou d'occuper un espace qui est laissé libre
pour faire un jeu, dans le fond. Là. Il met la POC en sécurité, un peu pris de panique des fois quand il y a de la pression, mais ça va quand même bien parce qu'un peu comme Owen Power, c'est un joueur qui est capable d'utiliser son corps, son gros gabarit, pour séparer la rondelle ou la protéger d'un attaquant ou d'un défenseur. Il est vraiment compétent là-dedans pour garder la possession de la rondelle puis faire une très bonne première passe. En ce moment, je crois qu'il y a un petit manque de confiance dans SHL. Il préfère être safe que vraiment essayer de monter la POC et faire des feintes et tout là, pour la monter. Il préfère faire une très bonne passe. En SHL, tu as de la place, donc c'est souvent le bon jeu à faire pour faire progresser l'attaque. Et bref, c'est pas mal ça. Puis, il adore plaquer. C'est un gars mean. Devant le net, faut que tu fasses attention. Tu as des coups de bâton de lui. Après le sifflet, des bâtons entre les deux jambes, te gosser. Euh, un joueur très nord-américain. Je m'attends à le mettre très haut dans ma liste. J'adore Lian Bichsel, puis je vois qu'il est nulle part dans les listes. Donc, très content de voir ça. Dans la mienne, il va être haut, là, je suis sûr et certain. Je l'adore, puis il a le style que je veux, c'est un gars mean. Puis pas mal sûr que tout le monde va l'aimer une fois que je vais avoir sorti des vidéos. Là. Il y a eu un match qui a eu 24 minutes de pénalité. Il a plaqué un joueur devant le net, mais il est grand, puis son épaule est arrivée dans la tête du gars. Fait que il a été sorti du match, puis tout. C'était une bonne décision, je crois. C'était dangereux comme hit. Mais le gars, il avait la tête dans les deux jambes. Fait que, tu sais, bref. Euh, Attendez-vous à en entendre parler. Je crois qu'il m'a amené que le monde va commencer à le connaître. Ils vont le sortir dans leur liste, là, évidemment. Probablement que Bob McKenzie va le mettre assez haut. Fait que là, comme le monde va commencer à le sortir. Ensuite, on va parler de la Slovaquie. Slovaquie qui n'a pas la surprise parce qu'ils ont une équipe assez boostée. Les deux prochains repêchages là, pour la Slovaquie, c'est très, 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 très intéressant. Il y a Dalibor Dvorsky qui va sortir l'année prochaine et Andrej Molnar, je me souviens bien. Deux espoirs assez haut cotés là, pour l'année prochaine. Là. Mais pour cette année, il y a 4 espoirs surtout il y en a plusieurs, là, mais il y a 4 espoirs surtout que je voulais vous parler. Simon Nemec, qui est un défenseur très offensif, très bon en transition. Je l'avais trouvé quand même assez bon dans sa zone là, au Anika Gretzky, mais je m'étais pas nécessairement concentré sur son jeu défensif. Il m'avait laissé une bonne impression. Fait que j'ai regardé des matchs dans son pays. Et non, il est pas top dans sa zone. Il se fait déborder, malgré le fait qu'il y a une mobilité assez élite, là, puis une bonne agilité. Il peut se faire déborder. Il adore ça, mettre de la pression sur le joueur qui rentre dans sa zone, parce que j'ai comme l'impression qu'il se sent pas à l'aise des fois au niveau de se faire contourner et tout. Il sait qu'il y a une petite au niveau de ses pivots qu'il y a de la misère. Donc, il va falloir qu'il travaille là-dessus solidement. Il y a une petite tendance à paniquer aussi, là, que ce soit de la pression sur lui. C'est pas une grosse ligue, donc il faut qu'il se calme un petit peu. Même il va être capable. Il a produit énormément l'année passée, donc il faut avoir une astuce de bonne saison. Désolé le semi-sacre. Il va avoir une très bonne saison, selon moi. Donc, bien hâte de le voir jouer. Il y a plusieurs matchs en ce moment que j'ai pas encore regardé, donc je vais sûrement le regarder cette semaine. Là. Il faut que je me concentre sur ma liste autre Europe, en dehors de la Finlande, la Suède puis la Russie. Donc, gardez-le en tête, là, probablement qu'il va sortir top 10, soit top 5 même. J'ai vu top 2 à des places. Ça m'étonnerait que je mette top 2. Je pense que il y a certains défenseurs que j'aime un peu plus, là, surtout dans la JMQ. Là, Tristan Luneau est un joueur que j'ai adoré l'année passée quand je le voyais. Puis il me semble plus complet et quasiment aussi offensif. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir jouer cette année, Luneau. Et je crois que plusieurs auditeurs aussi vont l'adorer. Je vais en parler énormément probablement cette année. En fait, ensuite, Philippe Mézard, qui va être probablement un de mes préférés aussi cette année. C'est un gars qui adore. C'est pas quelqu'un qui va contrôler le jeu. Il est capable, là. Il va utiliser sa mobilité pour contrôler la puck puis tourner autour du corps défensif. C'est pas un joueur de trafic. C'est vraiment un joueur de périphérie. Mais un peu comme Tim Stützle, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. T'sais. Quand, mettons, il passe la rondelle à un de ses coéquipiers, ben, il va être en constant mouvement pour créer des occasions de marquer pour ses coéquipiers, parce que les défenseurs, il faut qu'ils le couvrent, ou pour se faufiler pendant. C'est une affaire que j'ai bien aimé de son jeu. Il va toujours être le plus loin possible de la rondelle. Son défenseur à la ligne bleue va se diriger vers la droite. Mettons qu'on regarde, mettons que t'es au cercle des mises en jeu du centre. Tu regardes l'offensive. Tu as le défenseur
qui longe la ligne bleue vers la droite, mais lui, il va aller vers la gauche en arrière du filet. Il va se faufiler en arrière du défenseur pour attendre une passe pour la renvoyer pour la rediriger dans le filet. Mais ça, il le fait constamment, tout le temps. Autour du net, peu importe où la rondelle va, il va être tout le temps dans des espaces libres pour s'offrir en option de passe. J'aime beaucoup ce joueur-là. J'ai regardé 2 matchs, je crois, dans son pays en ce moment. Ou un match, puis il a fait 2 buts. Fait que, juste pour vous montrer que c'est un excellent joueur de hockey. 2 buts ou 2 passes, mais je pense que c'est 2 buts. Un excellent joueur de hockey. Il a tout pour réussir. Un peu comme Kemel, puis le Kerry Mackey qu'on va parler pour la Suède. Très, très bon joueur de hockey. Mais plus périphérie. Donc, je ne sais pas s'ils vont sortir assez tôt. Mais ils ont tellement de talent que, bref, on va voir. Ensuite, Peter Repchik, un joueur qui va jouer dans le hockey canadien. Je crois que c'est dans WHL qu'il va jouer. Je ne l'ai pas remarqué beaucoup, là, mais un joueur efficace en offensive et en défensive. Là, j'ai bien aimé son jeu. Mais rien à côté de Juraj Slafkovský, qui est un power forward, qui va sortir très tôt, selon moi, au repêchage, au moins top 15, peut-être top 10, si ça va bien. Hein. Il va jouer en Finlande, ce qui m'énerve un petit peu. C'est des espoirs, généralement, que j'aime beaucoup, ceux de la Finlande, mais les ligues là-bas, je les aime pas beaucoup. La Liga, la Junior A, je l'aime pas nécessairement beaucoup, fait que la Mestis, c'est encore pire. Comparativement à la Suède, là, c'est vraiment moins intéressant. Mais bon, bref, c'est pas grave. Là. Slafkovský, qui va jouer en Finlande cette année. Très bon joueur de hockey, un gars ligne droite qui est capable de déjouer un excellent tir. Un tir de la pointe, tir sur réception, un tir des poignets du haut d'une certaine mise en jeu. Il est capable de battre un gardien de but comme il veut. Peut-être pas aussi intéressant que Miroshnichenko comme talent pour marquer des buts, mais dans la même catégorie un petit peu. Là. Un joueur que le monde va aimer, là, qui joue en ligne droite et qui va sortir assez tôt. Là. J'ai vraiment hâte de le voir évoluer un peu plus. Il y a des matchs qu'il a joué en ce moment que je n'ai pas encore écouté, donc ça va venir. Ensuite, on va parler du dernier pays qui est la Suède. Les États-Unis, j'ai pas de nom. Je pourrais vous parler de Colt Noble ou bien Cameron Lund, mais tous ces joueurs-là ont produit un certain nombre de points dans un match. Puis, moi, ça m'intéresse pas tout de vous parler des États-Unis pour ce tournoi-là. On en parlera quand les saisons et les pré-saisons vont commencer. Donc, la Suède. Donc, pour la Suède, j'ai aimé beaucoup de matchs. J'ai surtout aimé beaucoup de matchs, beaucoup d'espoir. J'ai surtout aimé leur progression dans le tournoi. Au début du tournoi, ils ont joué contre l'Allemagne, puis ça n'a pas super bien été. Je pense qu'ils ont gagné 5 ou 6-3. Et j'ai vraiment pas été impressionné par leur jeu. J'étais vraiment découragé. Il n'y avait aucune cohésion sur la glace. Il y avait quand même des gros noms dans l'équipe. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, c'est probablement une erreur pas des erreurs, mais un manque de cohésion dans l'équipe. Ensuite, le deuxième match, pas super bien passé contre les États-Unis, mais ils se sont réveillés en deuxième moitié de match. Puis c'est à partir de là qu'ils ont commencé à passer au lot compresseur, si vous voulez, là, dans le tournoi, là, qu'ils ont commencé à vraiment plus produire puis à jouer en équipe. Et vraiment pas détester leur tournoi. Ils sont rendus en finale, en demi-finale, en finale contre la Russie. En tout cas, bref, je ne me rappelle plus. Ils ont fini 3e ou 2e, je ne me rappelle plus. Mais ils sont rendus assez loin dans le tournoi, puis j'ai bien aimé ça. La finale, je pense, c'était la Slovaquie contre la Russie. Si je me souviens bien. Bref. Donc, on va commencer par les défenseurs. Mathias Havlid, un joueur très moderne là, au niveau du hockey. Je l'ai mis dans le tournoi, mais il faut absolument qu'il s'améliore dans son territoire et en zone neutre. Mobilité élite, crée beaucoup de choses sur la glace, bonne vision, des bonnes passes, un bon tir, mais lorsqu'il y a de la pression, il fait des erreurs non-stop. Et quand je l'ai regardé dans son pays, je crois que c'était en national, c'est-à-dire le circuit junior, moins de 20 ans, il était un peu dégueulasse. Lui, il remplissait un chandail, il jouait pas au hockey. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il améliore. Peut-être que ça lui tentait d'être en SHL et non pas dans le national. Il va falloir qu'il s'améliore parce qu'il va baisser dans ma liste non-stop s'il se bat pas le derrière. Ensuite, Frentzen. J'ai Hugo Frentzen. Ouais, j'ai bien aimé Frentzen durant le tournoi, mais un peu comme Havlid,
Euh, Très peu fiable dans sa zone. C'est plus son offensive que j'ai aimé et le fait qu'il était capable de bouger la rondelle. Meilleur qu'Avlid durant le tournoi, là, pour vraiment prendre la rondelle en défensive puis la monter. J'ai bien aimé son jeu. Il n'a pas produit beaucoup, mais c'est pas grave à mes yeux. Si tu es capable de sortir la rondelle de ta zone, tu as fait ta job. Surtout si éventuellement ça fait une chance de marquer. Et pas nécessairement de toi, mais si tu as passé en rondelle à un de tes coéquipiers qui lui a fait une entrée de zone et tout, là, j'ai bien aimé son jeu en général. Ensuite, Calais Odelius, le seul qui était capable d'être physique de façon intéressante, si vous voulez. À quelques occasions, on l'a vu appliquer des solides mises en échec. Une bonne mobilité aussi, capable de jouer dans sa zone. Offensive plus difficile, là, si vous voulez, mais c'est pas un con non plus. Mais bref, j'ai bien aimé son jeu là-bas. Ensuite, le défenseur que je trouvais le plus stable du tournoi pour les Suédois, c'était Elias Pettersson. Le même nom, même lettre, même écriture, même orthographe que Elias Pettersson des Canucks de Vancouver. Très stable là, dans les trois zones, bouge bien la rondelle, bon tir. Il y a un tir un peu spécial, un peu comme Slavkovski. Il va plus tirer avec le talon de sa palette que nécessairement le bout. Fait que des fois, on dirait qu'il est comme en manque d'équilibre, mais la rondelle à part, c'était assez incroyable. Donc, très bon tir, mais peut-être un manque de technique. Je suis pas un spécialiste. Là, moi, je suis pas un recruteur professionnel. J'ai pas une job là-dedans. C'est ma passion. Et je manque peut-être de connaissances au niveau des stratégies de hockey et tout. Je risque de m'améliorer dans les prochains mois en m'informant et tout, là, ça, c'est ma faiblesse. Mais je suis capable de dire qu'un joueur est bon ou non, quand même, comme n'importe qui. Je veux pas, je regarde des centaines de matchs par année. Fait que c'est intéressant à ce niveau-là. Mais Peterson, j'ai une bonne vibe sur ce joueur-là. Dans les trois zones, peut-être un défenseur de, mettons, 5 ou 6e, là, 4, 5, 6e selon son développement. Là. Mais pas les tester pendant tout. Deuxième ronde, peut-être. Troisième, on verra. Ensuite, Elias Salomonson, le défenseur qui va sortir le plus tôt dans le repêchage. Il y en a plusieurs qui disent top 10, top 15. J'ai pas nécessairement aimé son tournoi. Ça n'a pas super bien été. Il n'a pas été un facteur du tout. Il avait de l'air nerveux. Sa mobilité est élite à ce défenseur-là. Puis je le vois en ce moment dans la SHL. Il joue là-bas, puis ça va super bien dans sa zone, prendre des bonnes décisions, mais il est gêné. J'ai vraiment l'impression qu'il est gêné. C'est un jeune joueur, tout ce qu'il veut, c'est pas faire d'erreurs. Puis ça fonctionne, il fait pas beaucoup d'erreurs. Quand il y a de la pression, il est capable de l'éviter avec sa mobilité, faire des bonnes passes. Mais en offensive, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Puis c'est pas nécessairement mauvais, parce que dans la SHL, souvent, ils font pas beaucoup de confiance aux jeunes défenseurs pour créer de l'offensive. Mathias Norlinda, il a quand même 3 ans ou 4 ans de plus que lui. Fait que c'est normal qu'il fasse plus confiance. Il produit parce que justement, ils font confiance. Mais lui, il va plus jouer bien dans sa zone. Puis tout, c'est correct. Il va apprendre le hockey professionnel comme ça. Puis je suis prêt à accepter, mais son potentiel est vraiment intéressant. Un peu comme Simon Edvinsson. En fait, je l'aime plus que Simon Edvinsson de l'année passée qui a été repêché par Détroit. Détroit qui est ma deuxième équipe préférée après le Canadien. Salomonson, il est comme plus stable, moins éparpillé, mais son offensive, il va falloir qu'il en donne plus. Simon Edvinsson, en ce moment, dans la SHL, il en donne beaucoup en offensive. Il essaye, il met de la pression, il va dans où le gardien, il fonce au net, il passe en arrière. Il essaie de faire. Lui, Elias Salomonson, pour l'instant, il n'a pas encore commencé à faire ça, mais ça va venir, il a le talent pour ça. Ensuite, pour les attaquants, il y en a 4 que j'ai plus remarqué que les autres. Il y a Philip Bysted, qui est un centre. Je l'ai beaucoup aimé dans le tournoi. Très efficace. Quand même il a un très bon gabarit. Et plus que 6 pieds 3, si je me souviens bien. Genre 6 pieds 2. 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, là, je me rappelle plus. Il y a une grosse différence entre les trois, là, mais bref, c'est un centre à bon gabarit. Donc, généralement, les équipes aiment ça. C'est pas un gars physique pendant tout, c'est plus un joueur de finesse, si vous voulez, avec une bonne mobilité, qui est capable de déjouer. Pas un mauvais tir, mais c'est plus un passeur. J'aimerais ça qu'il tire un peu plus. En fait, j'aimerais ça qu'il s'implique plus. Durant le tournoi à Linka, ça allait quand même bien. Il contrôlait un peu le jeu, il participait beaucoup à l'offensive. Ça lui arrivait de monter la POC durant les avantages numériques. Mais il se donne pas assez. Puis quand j'ai regardé dans son pays, il joue en SHL en ce moment
dans la pré-saison. Tous les matchs en ce moment, c'est de la pré-saison. Là, la Russie est commencée, mais j'ai pas encore commencé à regarder les matchs en Russie. Fait que tout ce que je vous ai dit là, c'est de la pré-saison. Bref, j'ai aimé son jeu là, quand même en SHL, mais il manque pas de tout le cul. Il manque juste une petite affaire, une petite bougie là, pour qu'il m'allume un peu plus. Là. Je sais qu'il y a du monde qui l'aime beaucoup. Et je vais probablement plus l'aimer durant la saison, là, mais il manque une petite affaire en ce moment pour que vraiment je le considère comme un espoir de première ronde assuré. Il y a le talent, il y a vraiment un bon talent. Ensuite, Lekeri Maki. Je me rappelle plus de son prénom, j'aurais dû me le noter, mais c'est pas grave. Bref, Lekeri Maki. C'est le premier joueur que j'ai vraiment aimé avec Noah Ostlund, que je vais vous parler un peu plus tard. Excellent. Je le vois plus comme un fabricant de jeu, mais il a marqué genre 6 buts en 6 matchs, c'était n'importe quoi. Un peu comme Kemel et Mejar, c'est un gars qui va être plus de périphérie, qui va contrôler le match en possédant la rondelle, en essayant de faire bouger le corps défensif, en se créant des lignes de passe ou en faisant des faux replis vers la ligne bleue, en revenant rapidement pour contrôler le défenseur, utiliser l'écran, puis faire un tir foudroyant qui va battre le gardien de but. J'ai, dans le fond, de Mejar, Kemel, puis de Kerimaki, je crois que le Kerimaki va sortir le troisième de ces trois-là, mais il pourrait étonner, sérieusement. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir sa pré-saison. Il n'a pas encore commencé. J'ai pas encore de match de lui. Donc, je vais pouvoir vous en parler plus tard dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, je ne peux pas. Ensuite, Fabian Wagner. Fabian Wagner, qui est un ailier droit, si je me souviens bien, qui est gaucher, qui joue en ligne droite, est capable de produire beaucoup avec son tir. Durant le tournoi, ça ne fonctionnait pas beaucoup là, sur la glace. Ça ne fonctionnait pas beaucoup. Fait que, il n'y a pas beaucoup de production. Il y en a quand même un peu, là, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionnait. Donc, ce que je veux voir cette année, c'est plus de production, plus de confiance en offensive pour produire. Mais c'est un gars qui fonce au net, qui est capable de déborder les défenseurs. Donc, il y a un profil qu'on aime bien en Amérique du Nord et qui pourrait fonctionner là, dans SHL ou dans National ou dans la Allsvenskan, peu importe où il va jouer. Là. J'espère juste qu'il ne jouera pas dans la Hockey Etan. Mais à garder un œil dessus, sérieusement, là, j'ai pas détesté. Après ça, Noah Ostlund, qui est un gars hyper rapide, qui fait beaucoup penser à Seth Jarvis et Fabian Lussel dans l'année passée. Mais il n'a pas produit pas en tout durant le Linka, mais tu le remarques à chaque fois qu'il foule la glace. Tu le remarques tout le temps, il est rapide, il est agile, il veut la puck, il fonce au net, mais ça n'a pas produit. Donc là, je ne sais pas s'il va être un espoir tôt de repêchage ou bas de repêchage parce qu'il n'y a pas de production, mais au cours de la saison, je vais être plus capable de vous dire où je le vois. Ensuite, un espoir qui est autrichien, mais qui n'a pas joué durant la Linka, là, mais qui vient de l'Autriche et qui joue en ce moment pour Rogel dans la SHL. Est-ce que c'est Rogel qu'on dit? Aucune idée. Bref, Marco Casper. C'est le dernier espoir que je vais vous parler pour le repêchage 2022. Il y a d'autres espoirs que je pourrais vous parler, là, mais ça fait 37 minutes qu'on se jase. En fait, que je jase au cadre de Batman en avant de moi. Mais espoir que je vais garder à l'œil vraiment beaucoup cette année. Il a joué dans la SHL, dans la nationale. Il est très bon dans les deux. Il a été très bon dans les deux ligues. Très impliqué, responsable. Me fait beaucoup penser à Yann Michak, mais ce qui est tout le temps d'épinéphrine dans les cuisses. Il arrête jamais de bouger. Un bon tir. Capable de faire des jeux aussi en offensive. Il est bon dans sa zone. C'est un gars qui plaque. Petit gabarit, mais il semble assez fort. Il semble dense sa glace, un peu comme Michak peut l'être de temps en temps. Je vais garder à l'œil sérieusement toute l'année ce Casper-là. Je crois qu'il va augmenter, un peu comme Bissell, il va augmenter aussi, comme je vous ai parlé, le Suisse. Je crois qu'il va augmenter dans les listes toute l'année. Bref, c'est ça. Donc, maintenant, on va parler un peu plus des espoirs du Canadien de Montréal et de leur pré-saison en ce moment, leur performance. Je pourrais vous parler aussi de Struble, Harris, tout ça, mais on va s'égarder pour un peu plus tard dans l'année. Là.
un peu plus tard, dans les prochaines semaines, quand leur pré-saison va commencer, quand la saison va commencer. Je vais tout le temps essayer d'avoir soit des épisodes complètement que je vais juste parler d'eux autres, ou bien juste des sections. Tu sais, mettons, je vais vous parler des espoirs de la Suède que j'ai regardé dans la dernière semaine. Mais à la fin, je vous parle un peu des espoirs du Canadien. Parce qu'à la place de tout le temps. En tout cas, bref, je pense que ça pourrait intéresser les gens là, qui aiment le Canadien Montréal. Bref. Je vais commencer par Jacob Olofsson, le Suédois. Ça va pas super bien pour lui. Là. Il y a pas beaucoup de production. Il est de moins en moins utilisé. Il a été mis de côté au dernier match. Je ne sais pas s'il est blessé. Là, parce que l'avant-dernier match, il a joué 9 minutes. Selon Instat Hockey. Tous mes visionnements se font avec Instat Hockey. Qui me permet d'avoir des shift by shift, mais aussi des matchs complets, puis plein de statistiques avancées que je me sers pas beaucoup, mais peut-être éventuellement, je vais peut-être m'y mettre. Là. Mais j'aime mieux le high test pour l'instant, ce que je peux contrôler. Donc, Jacob Olofsson, il sera pas signé. J'ai vraiment l'impression qu'il sera pas signé par les Canadiens de Montréal. Peut-être un contrat de Laval, là, mais sérieusement, il n'y a pas de progression dans son jeu. Les blessures, ils ont fait mal, mais il a un profil, il n'a pas de mauvaise mobilité, mais c'est pas top non plus. Il remplit un chandail. C'est ça. Je vais probablement l'utiliser beaucoup, ma nouvelle expression favorite. Il est là pour remplir un chandail, pas nécessairement pour jouer au hockey puis performer. Ça m'énerve un peu. Oui, il est bon dans sa zone, il peut être capable d'être physique, il a un bon tir, mais il utilise rien de ses atouts. C'est ça qui est étonnant. Puis, bref, ça me gosse un peu. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il ne sera pas signé à la fin de l'année, puis qu'il va tomber agent libre, puis il va faire une carrière dans Suède. Ensuite, je vais vous parler de Dmitri Kostenko, défenseur droitier de Russie, qui a commencé à jouer dans la VHL. Très, très le fun de le voir dans la VHL. C'est un gars qui avait produit beaucoup dans la MHL les dernières années. Donc, bien content de le voir augmenter de niveau. J'ai regardé trois matchs de lui. 2 ou 3, en tout cas, bref. J'ai regardé 3 matchs, mais il y en a 2 dans la VHL, ça c'est sûr et certain. Il s'est battu dans une belle passe. C'est un gars qui va pincher beaucoup donc il va attendre la passe, puis il va pincher pour l'intercepter, un peu comme Markov le faisait. Là. Ou bien pour mettre de la pression sur lui qui reçoit la passe pour briser le jeu. Mais tu sais, il est très risqué. Là. Dans sa zone, son bâton, il ne met pas aux bonnes places pour couper les lignes de passe. Il peut se faire déborder un petit peu, mais il y a une mobilité élite. Là, une fois qu'il va avoir arrangé ça, ça devrait être correct au niveau de couvrir une bonne zone là, dans sa zone pour rapidement, là, pour être capable de contrer l'adversaire. Il y a un bon tir, une bonne distribution de rondelles sur l'avantage numérique. Il est utilisé à outrance, l'avantage numérique, puis c'est bien, parce que avec la mobilité, la vision qu'il a et tout, là, un peu comme Norlinder. En fait, c'est comme un Norlinder russe droitier, mais Norlinder est un peu meilleur dans sa zone quand on veut pas. Là. Mais il y a moins de chiens dans Norlinder que lui. Lui, il a plus de chiens, il met plus de pression, il est plus fort au même âge, si vous voulez. Là. Pour rien qu'il a été repêché à 18 ans et Norlinder à 19, si je me souviens bien. Fait que lui, je vais le regarder toute l'année. Là. J'ai vraiment hâte de le voir. Sobolev, qui est aussi un Russe, mais qui n'a pas joué l'année passée, va jouer dans la OHL. Et lui, je vais le regarder au cours de l'année. Ensuite, je peux vous parler de Jan Mysak, qui a joué au tournoi des 4 Nations. Bien aimé son jeu, sérieusement. Il a produit. Il a produit surtout dans un match. Il a fait un but puis 2 passes, je me souviens bien, dans un match. L'homme de toutes les occasions. Il peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. Il a joué surtout à l'aile. Il a pris quelques mises en jeu, mais il a joué surtout à l'aile dans le 4 Nations. Très efficace. J'espère royalement qu'il va jouer dans la OHL et non pas dans la Ligue américaine de hockey. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il fasse de l'offensive, il faut qu'il produise. C'est un gars qui a un excellent tir, qui a une bonne responsabilité sur la glace et une bonne vision. Il est capable de tout faire. En fait, sauf être un power forward, là, c'est plus un attaquant responsable, si vous voulez, qu'un power forward. Donc lui, faut qu'il produise offensivement, faut qu'il se fasse confiance, faut qu'il contrôle le jeu, mais qu'il utilise plus ses coéquipiers aussi. L'année passée, à l'année de son draft, là, 2 ans, ce qui m'énervait un peu, c'est qu'il voulait tout faire sur la glace. C'est une nouvelle équipe pour lui, fait que je peux comprendre. Il est arrivé en plein milieu de la saison. Fait qu'il utilisait pas beaucoup ses coéquipiers, il faisait juste sa game à lui, puis il en montait à la puck tout seul, puis il allait scorer. Mais il va falloir qu'il utilise plus ses coéquipiers. Puis, tu sais, dans le 4 Nations, je l'ai vu ça. J'ai vu ça, fait que j'ai bien aimé qu'il utilise plus ses coéquipiers, qu'il délègue un peu plus. On va voir. Tu sais, faut qu'il améliore sa vitesse. Là, c'est vraiment ça le nerf de la guerre pour lui qui va faire la différence entre la Ligue américaine et la Ligue nationale de hockey. Parce que j'ai beaucoup confiance en Mysak qui va atteindre la Ligue nationale de hockey. Ensuite, Oliver Kapanen, je l'ai glissé un mot tantôt.
Kapanen, il a un excellent tir. C'est un gars qui est capable de se faufiler en offensive pour marquer, mais c'est pas un meneur de jeu. C'est vraiment plus un gars complémentaire qui va amener de l'offensive, des rondelles au filet, qui est excellent au cercle des mises en jeu. Sérieusement, il est vraiment bon au cercle des mises en jeu. J'ai hâte de voir en Liga s'il va être utilisé au centre. Pour l'instant, il est utilisé à l'aile. Soit dans le seul match en Liga que j'ai regardé de lui qui était disponible, il joue à l'aile, malheureusement. Mais dans le junior, il est excellent dans le des mises en jeu. Dans sa zone, il est capable aussi. Il est très bon généralement. Là, il n'y a pas de problème pour lui. Mais là, il faut qu'il améliore son pace. Il faut vraiment qu'il remplisse pas un chandail. Il faut qu'il soit là pour gagner chaque match puis chaque présence. Il faut qu'il se donne à fond. Et c'est ce que je m'attends à voir cette année. Je veux voir plus de travail, dans le fond. Il faut qu'il continue à travailler. Et c'est quelque chose qui caractéristique sa famille, le travail, Kasperi Kapanen et Sami Kapanen. Sont des joueurs. Sami était un joueur très rapide, mais très travaillant sur la glace. Même chose pour son cousin Kasperi. Donc, je m'attends à le voir être travaillant sur la glace. On verra si ça va être ça. Ensuite, Riley Kidney, le joueur qui veut jouer pour le Titan de la Acadie Batters. Il a joué un match à date. J'ai vu un match à date de lui avec le Titan. 2 passes. Des très très beaux jeux avec son coéquipier. Je ne me souviens pas de son nom, mais c'est le numéro 61. C'est 2 passes qu'il a faites dans un rush, dans le fond, dans une contre-attaque, ou qu'il a fait une petite passe soulevée, ou bien une passe. Le premier passe qu'il a fait, c'est une petite passe soulevée à 2 contre 1. Très, très belle passe là, qui est précise et qui s'arrête un but. Et la deuxième, c'était une petite passe soulevée par la bande qui a battu un joueur pour permettre à son coéquipier de faire une échappée et de battre le gardien de but d'un revers. C'était vraiment beau à voir. Mais bon, bref. Riley Kidney va être probablement le deuxième centre après Hendrix Lapierre. Malheureusement, il ne sera pas le premier centre, mais il va jouer toutes les sauces. Il va jouer en désavantage numérique, en offensive. Il va probablement prendre les grosses mises en jeu dans sa zone. Un des bons fabricants de jeux dans la LHJMQ. Désolé si je parle vite. Dans la LHJMQ. Donc, ça va être intéressant de le suivre cette année. Je m'attends à une production assez intéressante, de peut-être 1,25 points par match. Donc, ce qui est quand même pas mal. Là. Mais je m'attends à une grosse saison de Kidney avec une bonne équipe comme le Titan. Là, j'aime beaucoup Cole Hawkins dans cette équipe-là. J'aime beaucoup Lapierre, évidemment, qui joue pour mon équipe junior Saguenay-Chicoutimi. Et Kidney qui va être un 1-2 punch avec Lapierre. Donc, ensuite, je vais vous parler du dernier joueur qui est Mathias Norlinder. Regarde le cadeau pour la fin. Il est en train de, présentement, le dessert pour la fin. Présentement, il est en train de me convaincre, Norlinder. Ça, la saison est encore jeune, en fait, elle n'est pas encore commencée. Je l'ai vu dans la pré-saison et dans la Ligue des champions, en Europe. Norlinder, il a gagné du poids, ça paraît un peu plus rapide. Ça l'aide beaucoup dans sa zone. Petite tendance à paniquer encore, mais je le vois un peu plus stable au niveau de ses décisions avec la rondelle. C'est un joueur qui, des fois, il te faut te faire arracher les cheveux de sa tête. Là. Probablement que Claude Julien, s'il le regarde jouer un jour, il va perdre le restant des cheveux qui restent. Mais un joueur très intéressant, là, surtout pour l'avantage numérique, veut pas, là, c'est vraiment là son gagne-pain, mais très bon joueur de transition en zone neutre, que ce soit par la passe ou monter à POC. C'est sûr que quand il va arriver en Amérique du Nord, ça va être un mur pour lui, les petites glaces, puis les gars un peu plus physiques, puis la pression aussi dans sa zone. Ça va être vraiment un gros step pour lui. Est-ce qu'il va être capable de le faire, dans le fond, de vaincre cette différence-là de niveau entre la SHL et la Ligue nationale de hockey? Bonne question. J'aimerais beaucoup qu'il commence par la AHL l'année prochaine. Pas cette année, mais l'année prochaine. Cette année, ce que je veux voir, parce que l'année passée, ça a vraiment été tough pour lui. Il y a des blessures, puis quand il est revenu, c'était difficile pour lui, mais dans la série, il a produit, je pense, 5 points en 7 matchs, puis on voyait le Norlinder qu'on voulait voir. Mais là, cette année, ce qu'on voit, c'est la même version, mais plus stable qu'en série. En offensive, dans les dernières années, ce que j'aimais moins, c'est qu'il jouait comme quatrième attaquant. Tout le temps proche du gardien. Il amenait de la pression, un homme de plus, des surnombres proche du gardien de but, puis c'est bien, mais parce qu'il y a une bonne mobilité, mais dans SHL, tu as des bons attaquants à l'autre bord qui sont très rapides, donc ça mettait son équipe à risque.
très, 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 très souvent. Et il fait moins ça. Il reste, en fond, c'est lui le corps arrière principal de son équipe sur l'avantage numérique quand il est sur la glace. Et il reste long dans la ligne bleue. Puis oui, il y a des occasions qu'il va se diriger vers le but, mais il demeure vraiment plus sur la ligne bleue, puis il va distribuer la rondelle, ça va vraiment être le corps arrière, il va contrôler le jeu. Puis j'adore ça. Puis de temps en temps aussi, dans la SHL, la boîte défensive en piqué est vraiment plus serrée devant le net. Il laisse toute la place aux défenseurs puis aux attaquants en périphérie. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça en Amérique du Nord, donc ça arrivera pas souvent. Mais quand ça arrive souvent qu'il va se diriger vers le centre de la glace en offensive. Et quand la rondelle est à un de ses coéquipiers, puis il va descendre un petit peu pour avoir de l'élan, puis il va prendre un tir sur réception foudroyant qui va faire souvent un but parce qu'il est très précis son tir. L'année passée, ce que je pouvais il reprochait, c'était son manque de swag en offensive. Il tirait pas beaucoup quand il tirait, ça arrivait sur un défenseur. Il se bataillait beaucoup avec la puck. Il y avait un gros manque à ce niveau-là de concentration, ou de confiance ou Bref, il avait probablement mal aussi, parce qu'il avait mal aux épaules, il y a des blessures. Mais cette année, il se bat beaucoup moins avec la puck. Oui, des fois, il va la perdre et ça va faire des revirements, mais il est tout le temps là pour réparer ses erreurs. C'est pas un gars qui se pogne le bang. Il est pas là pour remplir un chandail. Il est là pour gagner des matchs de hockey. Puis c'est ce qu'on va aimer à Montréal s'il vient. On va le voir en pré-saison. J'ai très hâte de le voir. Son jeu, ses petites patinoires contre des vrais joueurs de hockey professionnels, dans le fond. En pré-saison ici. Je pense pas qu'il va faire l'équipe. Là. En fait, ça serait encore de rusher un jeune, de le précipiter dans le national de hockey. Il faut pas faire comme avec Mété, comme avec Kotkaniemi, comme avec Galchenyuk. Il faut pas rusher ce joueur-là. Il faut le retourner en SHL. Il va produire là-bas et il va revenir l'année prochaine prêt. Puis s'il n'est pas encore prêt dans le national de hockey, on va l'envoyer dans AHL. C'est pas grave de l'envoyer là 10-15 matchs pour qu'il s'accoutume, puis après ça, l'amener. Oui, on a besoin d'un gaucher. Je dis on parce que c'est mon équipe, les Canadiens. Là. Oui, les Canadiens ont besoin d'un gaucher qui est capable qui est ce profil-là, là, avantage numérique, puis capable de bouger la rondelle. Mais ça presse pas. C'est là, avec Drouin, Hoffman, qui vont arriver pour l'avantage numérique, ça va aider beaucoup le transport de rondelles. Je m'attends pas à avoir autre défenseur que Petrie, peut-être Romanov sur l'avantage numérique, sur le deuxième avantage numérique. Il va falloir qu'il apprenne à plus créer de l'offensive, Romanov, mais je m'attends à ce que ça aille quand même bien. Là. C'est un top 4 Romanov, fait que du temps sur l'avantage numérique, là, ça va y arriver. Pas de problème avec ça. Donc, on verra ce qui va arriver pour lui cette année, là. Mais j'ai très confiance. J'ai pas très confiance, mais de plus en plus confiance en Norlinder. Faut faire attention à ce qu'on voit sur Twitter des fois avec les highlights. Souvent, je vais sortir des highlights en regardant les joueurs, mais pour aussi des downlights, des highlights négatifs là, de joueurs. Dans Linda, je pourrais en sortir au moins 2-3 par match. Des grosses erreurs qui a créé des chances ou bien qui a changé. La fois qu'il fait une erreur, il panique un petit peu, il perd la rondelle, puis le jeu va tourner 30-40 secondes dans sa zone à cause d'une erreur de sa part. Fait que, ça, il va falloir que ça arrive de moins en moins, puis il va se faire taper ses doigts dans le national de hockey s'il fait ça. Fait que, ça fait partie du processus. Je m'attends à ce qu'il soit mature dans 3-4 années et non pas tout de suite en arrivant en Amérique du Nord. Donc, on peut prendre notre temps avec lui, il n'y a pas de problème. Mais il pourrait être un des vols là, de son repêchage en 3e ronde. Mais est-ce que ça va arriver? Aucune idée. Il va vraiment falloir qu'il s'adapte bien aux petites patinoires et aux joueurs à la meilleure compétition. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant les espoirs que j'ai regardés dans les derniers mois, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à faire mon scouting pour le repêchage 2022 et les Canadiens de Montréal aussi. Je crois que je vais être capable de vous faire un court épisode la semaine prochaine, vendredi, la semaine prochaine, puis le vendredi d'après aussi. Donc, peut-être, en ce moment, peut-être ça va être des épisodes hebdomadaires. Puis après ça, peut-être que je vais étirer là, si je suis pas capable de fournir assez d'informations, parce qu'un audio de 20 minutes, c'est moins intéressant qu'un audio un peu plus long. Donc, on verra là, ce que je vais faire. Là. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous joindre à nous sur notre Discord, qui va être dans la description là, de cet audio-là. Et nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur toutes les plateformes de podcast. On est partout.
Donc, si vous voulez plus d'informations avec des GIFs et tout, je mets des vidéos sur Twitter pas mal, vous pouvez me suivre sous le radar LNH. C'est ça mon tag sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre et à suivre toursurlehockey.com aussi.